Quincy Jones, Michael Jackson. Thriller! Michael Jackson. Beat it, Michael Jackson. Michael Jackson. Beat it, Michael Jackson. Billie Jean, Michael Jackson. All right, Thriller, Michael Jackson. Cet album a fait bien plus que marquer l'histoire. Cet album est le plus vendu de tous les temps, arrivant dans un contexte où l'industrie du disque est au plus mal. You're trying to scare me, aren't you? Parce que son ambition n'avait aucune limite et qu'au travers de cet album, Michael Jackson donne un sens au mot chef-d'œuvre. Thanks. Thank you. Voulant prouver sa légitimité à prendre le trône de l'industrie musicale. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'album Thriller. Michael Jackson's Thriller, the excitement. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur le concept de cet opus en passant par l'histoire de sa pochette emblématique pour enfin surfer sur sa tracklist et revenir sur l'impact que cet opus va avoir sur le monde. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur la genèse de ce projet qui a autant fasciné que inspiré. Je rêve de pulvériser le record du monde de disques vendus. C'est le vœu que Michael Jackson a toujours souhaité depuis qu'il est petit garçon. Il se souvient que dès qu'il allait nager dans une piscine, il faisait ce vœu à chaque fois avant de plonger. Il étendait ses bras vers le ciel et y pensait très fort avant de sauter. Une ambition qu'il avait déjà souhaitée pour son premier projet solo, Off the Wall. Déjà un énorme succès à l'époque, s'écoulant à près de 6 millions d'exemplaires. And make all his dreams come true for himself and for the people. Mais pour Michael, cette première victoire sonne comme quelque chose d'amer. La cérémonie des Grammy lui a fait prendre conscience qu'il est loin d'avoir atteint l'objectif fixé, se sentant même boudé par l'industrie. Une industrie d'ailleurs qu'il connaît très bien, sachant ce qui est possible et ce qui est impossible. Après un retour en studio avec ses frères pour travailler sur l'album Triumph, Michael est déjà concentré sur son prochain opus solo. Et Triumph est la cour de récré de Michael Jackson, une sorte de laboratoire qui permet à Michael de s'exercer et de tenter des choses pour préparer son prochain opus en solo. Que ce soit d'un point de vue musical avec Heartbreak Hotel qui aurait largement sa place sur un projet solo de Michael, ou encore le film The Triumph qui le prépare à révolutionner l'industrie du clip vidéo. Michael Jackson est donc fin prêt pour travailler sur son projet solo et il veut s'entourer des meilleurs, voire les mêmes avec lesquels il avait déjà collaboré sur Off the Wall. But we're gonna do it right this time because we're the best. Cependant, l'ambition de Michael Jackson autour de son nouveau projet pouvait des fois terroriser son équipe, allant jusqu'à même lui poser la question de ce qu'il ferait si cet opus ne faisait pas aussi bien qu'Off the Wall. Et à cette affirmation, il répondait « J'étais furieux et blessé qu'on me pose la question. Mon équipe savait que je voulais que cet album soit le plus vendu de tous les temps et ils ont éclaté de rire. Il m'est arrivé de perdre mon calme durant ce projet parce que les autres ne voyaient pas ce que moi je voyais. Ils ont trop de doutes et vous ne pouvez pas faire de votre mieux si vous doutez de vous-même. Si c'est pour faire aussi bon que la fois d'avant, à quoi bon ? L'esprit est assez puissant pour nous permettre d'atteindre ce que nous voulons. Nous avions une équipe fantastique, des grands talents, de bonnes idées, nous pouvions largement réussir ce que nous voulions. Mais au-delà de l'ambition de Michael, il faut prendre aussi en compte la réalité du contexte, c'est que l'industrie du disque va plutôt mal. Les nouvelles générations s'orientent plutôt vers de nouvelles technologies telles que le jeu vidéo et s'orientent vers du divertissement visuel avec la télévision, qui devient le lieu de divertissement central pour l'américain moyen. Cette technologie est la révolution d'une époque, offrant la possibilité aux gens de s'équiper de plus en plus et de regarder des films directement dans leur salon. Mais pour Michael Jackson, il n'en est rien. Il voit au contraire ce contexte comme une opportunité, voulant pouvoir amener un public vers le disque et encore plus loin, utiliser ces fameuses nouvelles technologies pour proposer une nouvelle expérience musicale. Car si cette technologie est devenue le vecteur d'affaiblissement du disque, elle peut également en être la solution. Mais dans un premier temps, il faut se concentrer sur les chansons et leurs enregistrements, avec l'ambition que les 9 titres qui seraient sélectionnés pour l'opus deviennent tous des tubes. Et à ce moment-là, le titre de l'album n'est pas encore tout à fait défini, s'orientant vers un titre provisoire, Starlight. Et au-delà du travail sur Thriller, Michael s'associe avec Quincy Jones et Steven Spielberg pour travailler en parallèle sur le projet E.T. Storybook. Mais pour ce projet, je vous promets que j'y reviendrai dans une autre vidéo. It's not funny. Mais au-delà du contenu, au-delà du titre, il faut bien évidemment trouver une pochette qui soit à la hauteur du projet. Et on confie cette tâche au photographe Dick Zimmerman, qui avait d'ailleurs raconté toute cette histoire. Entre 1982 et 1994, j'ai eu le privilège unique de réaliser 3 portraits exclusifs de Michael. Le premier concernait l'album Thriller, le deuxième sa narration de l'album E.T. pour Steven Spielberg, et le troisième était le portrait de mariage exclusif avec lui et Lisa Marie Presley qui ont été distribués dans le monde entier.
Au cours de ces années, j'ai eu la chance d'avoir des conversations très personnelles et d'apprendre à le connaître à un niveau d'intimité qui m'a donné un aperçu de son caractère qui m'a profondément impressionné. L'album n'est pas encore tout à fait fini, mais CBS prend les devants et sélectionne 2 candidats pour être le photographe de Michael Jackson. Mais Michael tenait absolument à pouvoir les rencontrer avant de sélectionner celui qui sera le photographe de Thriller. Il voulait pouvoir trouver quelqu'un de ambitieux, quelqu'un de talentueux, mais également quelqu'un d'altruiste, d'humain et qui était prêt à écouter ce qu'il demandait. De la même manière que l'avait été Salisbury pour Off the Wall. Et Dick Zimmerman va rencontrer Michael pour la première fois sur le Beverly Boulevard à Hollywood. La première impression que j'ai eue de Michael, alors qu'il franchissait lentement et prudemment les portes du studio où devait avoir lieu notre rencontre, a été qu'il était plus grand et plus mince que ce à quoi je m'attendais. Il m'a serré la main très délicatement en la serrant à peine. CBS va par la suite contacter Zimmerman et demande à ce qu'il puisse accueillir Michael Jackson directement dans ses studios. Zimmerman était extrêmement stressé à l'idée de cette rencontre et voulait que tout soit parfait, que le studio soit nickel, et il tenait absolument à ce qu'il accueille Michael lui-même. Et c'est 2 jours plus tard que CBS contacte Zimmerman pour lui annoncer qu'il va être le directeur artistique de la pochette et que le shooting est prévu dans 2 semaines. Un cachet de $4000 est proposé à Zimmerman, une jolie somme pour une pochette d'album à l'époque. Dick Zimmerman va proposer plusieurs idées à CBS et à Freddie Diman, le manager de Michael de l'époque, et tout le monde va approuver ce qu'il propose. Pour le shooting, Zimmerman engage un des meilleurs stylistes de Los Angeles pour lui donner une grande variété de garde-robe pour le jour J. Michael doit sélectionner plusieurs vêtements pour la cover mais également pour les photos de magazine, mais après 1 heure d'essayage, rien ne lui tape vraiment à l'œil. Put it back and let's go. Zimmerman est en panique, mais lorsque Michael se tourne vers lui, il pointe le costume Hugo Boss qu'il portait ce jour et lui dit « C'est le look que j'aime. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça ?» Zimmerman lui répond non. Il le regarde un instant et constate qu'ils ont à peu près la même corpulence. Il va donc lui proposer de directement prendre le sien. Michael enfile le costume blanc Hugo Boss de Zimmerman et celui-ci lui allait comme un gant. Michael, un gant, vous avez compris ? Avant la séance, un des concepts proposés était d'illustrer Michael avec des néons, sûrement pour faire écho avec le titre temporaire Starlight. Mais également proposer des clichés avec un bébé tigre. Zimmerman apporte un tigron de 6 semaines, mais Michael était tout de même impressionné par l'animal et n'osait pas trop s'en approcher, ayant peur de se faire griffer au visage et donc gâcher la séance. Zimmerman fait donc en sorte de mettre Michael le plus à l'aise possible, lui indiquant de se concentrer uniquement sur lui et son appareil photo. Il raconte d'ailleurs cette journée. Pendant les pauses, Michael se plaçait devant un miroir en pied et s'entraînait à faire des pirouettes en continu. J'ai eu le privilège d'avoir un aperçu personnel de ces pirouettes légendaires qui nous sont désormais si familières. Il prenait vie devant ce miroir. C'était fascinant parce qu'il était si timide et discret tout au long de la séance photo, mais devant ce miroir, en train de danser, il était électrique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois que j'étais témoin de quelque chose de très spécial. La séance va durer à peu près 6 heures avec 3 configurations différentes, sans problème particulier. J'ai été impressionné par la diligence de Michael qui a demandé à une personne de sa société de production de compter chaque clic de l'appareil photo pour s'assurer qu'il voyait bien que chaque image lui était présentée une fois la séance terminée. Cela témoigne avec élégance de son professionnalisme constant et détaillé. À la fin de la journée, nous nous sommes dit au revoir et nous nous sommes donné rendez-vous dans quelques jours pour examiner les résultats. C'est 4 jours plus tard que les négatifs sont prêts et Dick Zimmerman se rend au studio d'enregistrement pour présenter les différents clichés à Michael alors qu'il était en plein enregistrement. Michael regarde les clichés avec enthousiasme et indique qu'il y a tellement de bonnes choses qu'il ne peut se résoudre à prendre une décision. Michael Jackson part trouver Quincy Jones pour lui demander son avis, celui-ci regarde les clichés et en moins de 5 secondes, il va pointer une photo en disant « C'est ta pochette, Michael ». Un événement qui va fortement marquer Dick Zimmerman, il témoignait d'ailleurs « J'ai été totalement impressionné par cette décision, car je n'avais jamais vu quelqu'un choisir aussi rapidement un transparent final pour quoi que ce soit. Et c'était un bon choix. Michael était extrêmement heureux, Quincy était heureux, CBS était heureux, j'étais aux anges, et à en juger par le fait que cet album est toujours le plus vendu de l'histoire, je peux affirmer sans aucun doute que c'était le bon choix et que le monde était heureux. Il est devenu une véritable icône. Qui aurait pu imaginer que le clic de l'appareil photo au 1/60e de seconde créerait l'image inoubliable qu'elle est devenue dans l'histoire? 2 ou 3 mois plus tard, Dick Zimmerman va se retrouver au restaurant avec sa femme et il va croiser par hasard Michael Jackson. Le voyant au loin en train de manger tranquillement, il n'ose pas aller le déranger.
et ce n'est qu'une heure plus tard qu'il va sentir une main sur son épaule, va se retourner et voir que c'était Michael Jackson. Et il se sentit extrêmement touché à l'idée que Michael ait pu traverser toute la salle, déranger peut-être les autres tables pour aller le saluer. Il se regarda tous les deux et Michael lui dit très gentiment « Merci d'avoir créé ma si belle pochette d'album ». Mais à défaut d'avoir une belle pochette, ça n'allait évidemment pas suffire pour faire de cet album un succès. Le plus important restait évidemment les titres qui allaient composer cet album, qui a enfin trouvé son titre, inspiré de la composition de Rod Temperton, Thriller. Bon, et là, je préfère vous annoncer la couleur. Comme j'ai déjà parlé sur la chaîne de Billie Jean, Beat It et Thriller, dont les vidéos sont disponibles et que vous pouvez d'ailleurs visionner après le visionnage de celle-ci, nous allons nous concentrer aujourd'hui uniquement sur les autres bangers de l'album. My loyal companions and I accept these punishments. Et je vous propose de commencer tout de suite par la chanson qui, à mon sens, a été le plus boudée de l'album, Baby Be Mine. À mon sens, une des chansons les plus sous-cotées de l'album Thriller. Elle est d'ailleurs sur 2 chansons, une de celles qui ne va pas avoir droit à une sortie single. Rod Temperton propose cette composition à Michael Jackson, qui hésite énormément, étant déjà attaché à une autre démo intitulée Hot Street qu'il avait co-composée avec Temperton. Issue d'ailleurs d'une première maquette intitulée Slapstick. C'est finalement Quincy Jones qui tranche pour privilégier Baby Be Mine sur la tracklist finale. Et cet événement va marquer ainsi les premières divergences d'opinion entre Quincy Jones et Michael Jackson, qui révélera plus tard avoir regretté de ne pas avoir inclus Hot Street sur Thriller. Il enregistre d'abord une première ébauche de Baby Be Mine avec un tempo légèrement plus lent, pour finalement lui donner un aspect beaucoup plus groovy, ce qui donnera la version définitive de l'album. Et Rod Temperton va également s'atteler à offrir celle qui sera la chanson d'amour de l'album, The Lady in My Life. Le casting de la chanson est à la hauteur de son ambition, Louis Johnson à la basse, Steve Porcaro au clavier, Jeff Porcaro à la basse et le fidèle Greg Phillingain au clavier. Et The Lady in My Life est la chanson qui va venir clôturer l'album. L'enregistrement de la chanson fut extrêmement laborieux et Michael peine à trouver le ton adapté pour faire de cette chanson une œuvre spéciale. Après près de 12 pistes, Quincy Jones n'est toujours pas convaincu par l'interprétation de Michael. Il décide de le prendre à part et lui explique que pendant qu'il chante, il doit supplier. Michael retourne dans la cabine, habité par sa timidité, et demande à ce que les lumières du studio soient totalement éteintes. Michael reprend la chanson et arrive enfin à offrir le résultat présent sur l'album. À noter d'ailleurs que la chanson va subir une ablation de son deuxième couplet, devant durer initialement près de 6 minutes. Mais croyez-moi, ce choix artistique va servir énormément pour la qualité de Thriller. Je vous explique un peu plus tard. What are you talking about? Et à défaut de sonner la fin de l'album, elle marque également la dernière collaboration entre Michael et Rod Temperton. Et comme Baby Be Mine, elle ne s'offre pas le luxe d'être éditée en single. Et Quincy Jones va également se lancer à la composition avec le titre PYT. L'idée de cette chanson viendrait en réalité d'un t-shirt de Peggy Lipton, la femme de Quincy, affublée de la mention PYT. Quincy propose donc à Michael d'écrire et composer une chanson qui serait affublée de ce titre. Celui-ci se met au travail et propose une première ébauche qu'il coécrit et co-compose avec Greg Phillingain. Mais cette démo ne convainc pas tellement Quincy Jones. D'ailleurs, il était tellement peu convaincu par cette démo qu'il avait carrément oublié son existence, vu dans une interview avec will.i.am. Il décide donc finalement de faire appel à l'artiste James Ingram pour s'attaquer à une proposition plus dynamique et plus rythmée. D'ailleurs, James Ingram garde un excellent souvenir de l'enregistrement de la chanson. Il avait déclaré « Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger de la sorte. Michael ne se soucie pas de devoir retenir son souffle devant le micro, c'est un génie. Lorsqu'il est sorti de la cabine, il m'a demandé s'il avait bien chanté. Je lui ai dit « Mais Michael, tu as tout déchiré !»
Michael invite également ses sœurs Janet et Latoya pour enregistrer le pont de la chanson, ce qui marque en quelque sorte une première collaboration avec sa petite sœur sur un de ses albums solo. Et clôture la chanson avec des chœurs trafiqués par un vocodeur qui voulait donner un peu un effet E.T. à la voix. PYT s'installe en 8e piste de l'album et va être précédé d'une des plus célèbres chansons de Michael Jackson, Human Nature. Et dites-vous bien que cette chanson a failli ne jamais voir le jour. Steve Porcaro, compositeur de la chanson et membre du groupe Toto, part à l'école récupérer sa fille, lorsque celle-ci lui rapporte qu'un garçon l'a frappée. La petite, intriguée par ce geste, demande à son père pourquoi il a fait ça. Porcaro, interloqué, ne trouve pas d'autre réponse que « c'est la nature humaine ». Il commence à composer une chanson sur cette thématique, puis la propose à son groupe Toto, qui décline le morceau. Et de son côté, Quincy Jones est en réflexion pour nourrir et élargir les sujets qui pouvaient être traités dans Thriller. Plusieurs morceaux sont bouclés et un titre intitulé Carousel est en lice pour être sur la tracklist finale de l'album. Par la suite, David Paich va proposer quelques idées à Quincy Jones qu'il pose sur une cassette que Steve Porcaro va préparer. Quincy écoute les différentes propositions et alors qu'il pense avoir tout écouté, l'auto-reverse s'enclenche et la démo enregistrée de Human Nature est diffusée. Et là, Quincy Jones est conquis. Il veut la chanson pour Michael. Le groupe Toto est appelé pour enregistrer le morceau et Human Nature est validé pour la tracklist finale, évinçons donc Carousel. Human Nature est un des morceaux les plus populaires de l'album, mais n'aura malheureusement pas le droit à son clip vidéo, si ce n'est une esquisse que l'on peut apercevoir dans la rétrospective de Moonwalker. Mais de vous à moi, on aurait pu largement utiliser l'idée qu'avait suggéré Steve Barron pour le clip de Beat It, voulant mettre en scène Michael dans un négrier, ce qui aurait parfaitement représenté la nature humaine. Et lorsque Thriller va être prêt à sortir, Quincy Jones suggère d'utiliser en premier single le titre The Girl Is Mine en duo avec Paul McCartney, pensant que deux grands noms de la chanson sur un même titre allaient forcément cartonner. Michael propose à Paul McCartney de collaborer avec lui après l'avoir appelé pour le remercier d'avoir participé à Off the Wall en lui offrant la chanson Girlfriends. Ils décident ensemble de travailler sur 3 morceaux, The Girl Is Mine, mais également sur Say 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 et The Man qui seront présents sur l'album du Beatles Pipe of Peace, mais ça promis, on en parlera une autre fois. It's not funny. Et pour Thriller, Michael lui propose une mélodie qu'il a enregistrée sur l'histoire de 2 hommes qui se battent pour la même fille. Michael se souvient que la mélodie du morceau est venue à lui tout seul. Il prit un magnétophone et enregistra ce qu'il voit comme être le clavier, les cordes et tout le reste. Mais de vous à moi, ce que je considère comme la meilleure chanson de l'album, voire même comme ma chanson préférée de toute la carrière de Michael Jackson, et qui n'a pourtant pas eu droit à son court-métrage et qui aura le privilège d'ouvrir Thriller, il s'agit bien évidemment de Wanna Be Starting Something. Michael se trouvait assez timide lorsqu'il s'agissait de faire écouter ses démos à Quincy Jones. Il avait déjà commencé à travailler sur une maquette pour Off the Wall qu'il avait intitulée Starting Something, sans jamais oser la faire écouter. La chanson donne un segment quasi autobiographique du chanteur et son expérience face à la manière dont certains ragots et autres rumeurs peuvent être lancés. Il n'en fallait d'ailleurs pas plus à Michael pour faire le lien avec sa chanson Billie Jean, intégrant directement la jeune femme dans les paroles de la chanson. Quincy Jones est emballé par la dynamique du titre, mais il lui suggère cependant d'intégrer au morceau des paroles swahili qu'il pourrait reprendre de chants traditionnels. Ça donnera donc le célèbre Une première ébauche va d'ailleurs être enregistrée, mais reprenant même une instrumentale swahili. Cependant, il y a un couac.
car l'extrait en question est directement inspiré d'une chanson de Manu Dibango intitulée Sol Makossa. L'artiste avait sorti cette chanson en 1972 pour soutenir l'équipe nationale de football du Cameroun. Cependant, Manu Dibango n'a jamais donné son accord pour la simple et bonne raison qu'on lui a jamais posé la question. À la sortie de l'album, Dibango saisit le tribunal de Paris et lance une action en justice contre Michael Jackson et Quincy Jones. Une action qui sera finalement réglée à l'amiable, laissant Dibango toucher un pourcentage sur les ventes du territoire français. Et pour créer la chanson, Michael ne manquait pas d'originalité, utilisant des planches de contreplaqué pour salle de bain afin d'obtenir un son de classe claire bien régulier. Cette chanson est sûrement une des plus populaires de Michael Jackson. Elle s'était d'ailleurs offert une seconde jeunesse en apparaissant sur la station de radio fictive Fever 105, inclus dans le jeu vidéo GTA Vice City. Just lie down, girl, 'cause we're starting something. Fever 105. À noter d'ailleurs que le titre faisait l'ouverture du Victory Tour et également du Bad Tour. Mais Michael Jackson avouera tout de même qu'il n'était pas totalement satisfait de Wanna Be Starting Something. Le rendu final n'était pas exactement ce qu'il avait en tête. Il avait d'ailleurs déclaré « Écrire une chanson peut être très frustrant. Tu dois pouvoir coucher sur bande exactement ce que tu entends dans ta tête. » I'm sorry I didn't believe you. Il va falloir près de 3 mois pour que l'album se termine à la hâte, sous la pression des dirigeants d'Epic qui réclament l'album, surveillant l'avancement de l'opus, sachant que Michael et Quincy monopolisent les studios alors qu'ils travaillent en parallèle sur le Hit Storybook. Et pourtant, Yetnikov avait été clair sur le fait que ce projet ne devait certainement pas empiéter sur le résultat final de Thriller, voulant organiser une sortie pour les fêtes de fin d'année de 1982. C'est donc sous la pression que Bruce Sweden doit finaliser le mixage des chansons et propose donc à Michael et Quincy de raccourcir les chansons pour augmenter en qualité auditive. Seulement le chanteur n'écoute pas les conseils de son ingénieur du son et organise une première écoute avec les équipes Quincy Jones et Larkin Arnold, directeur artistique d'Epic. Et le rendu va être catastrophique. Le mixage est mauvais, Michael Jackson fond en larmes et décide de ne pas sortir l'album. Mais Bruce Sweden va se révéler être à ce moment-là la lueur d'espoir dont ils avaient besoin. Il explique à Michael que le pressage actuel perd en qualité, car le sillon du disque gravé sur une phase de plus de 20 minutes est trop fin et empêche les fréquences basses de respirer. Il revient donc à sa première proposition et propose à Michael de raccourcir certains morceaux pour augmenter la largeur des sillons. Malgré le crève-cœur que c'est pour Michael, il se résout finalement à raccourcir légèrement certaines pistes, de cutter légèrement Beat It, légèrement Wanna Be Starting Something, légèrement Billie Jean, mais surtout Lady in My Life qui va être complètement atrophié d'un couplet, comme je vous le disais précédemment. Michael demande donc un délai supplémentaire à Yetnikov avec le soutien de Larkin Arnold. Celui-ci, comprenant bien les enjeux financiers, décide tout de même de leur accorder ce délai supplémentaire pour finaliser le pressage. Quincy Jones va accorder 2 jours de repos à tout le monde, puis s'attelle à travailler sur un morceau chaque jour pendant 1 semaine pour le rendu final. Une nouvelle écoute est donc organisée et cette fois-ci, CBS est conquis par le résultat. L'album voit le jour le 30 novembre 1982 et la maison de disques estime pouvoir en écouler à peu près 2 millions d'exemplaires. Partant du principe qu'il est rare qu'un deuxième opus fasse autant que le premier, ou carrément considérer que cela pouvait être un coup de chance. Mais Michael Jackson anticipait le succès et ne voulait pas se résoudre à imprimer seulement 2 millions d'exemplaires. Il se tourne alors vers le vice-président d'Epic de l'époque, qui n'est autre que Frank DiLeo, qui deviendra plus tard son manager officiel. Michael avait pu faire écouter à DiLeo Beat It et Thriller alors qu'il travaillait encore dessus. Et DiLeo sentait déjà le potentiel commercial de l'album. Il voulait donc mettre à profit ses talents de marketeur pour faire une campagne de lancement qui allait tout exploser. C'est d'ailleurs DiLeo qui est à l'initiative de sortir Beat It en 3e single alors que Billie Jean était encore dans le top des charts. Une décision à l'époque qui allait à l'encontre de tout ce qui se faisait en musique. CBS craignait que cela tue l'engouement autour de Billie Jean. Mais DiLeo était persuadé qu'avec ces titres, Michael pourrait cumuler 2 chansons au top des charts, et bien sûr, l'avenir lui donnera raison. L'ascension de Thriller est juste fulgurante et est en marche pour relancer une industrie tout entière. À chaque sortie de single, les ventes repartent de plus en plus, atteignant près de 8 millions d'exemplaires vendus en 1983. Période qui devait d'ailleurs symboliser la fin de promo de l'album, comptant déjà 6 singles à son actif et 2 clips vidéo en diffusion sur MTV.
Michael atteignait alors son premier objectif de faire mieux qu'Off the Wall, mais il était encore loin de son premier objectif, faire de Thriller l'album le plus vendu du monde. Une première opportunité va s'offrir à Michael car Berry Gordy veut lancer une soirée spéciale pour les 25 ans de la Motown. La maison de disques étant sur le déclin depuis le départ de la plupart de ses artistes phares. Et bien évidemment, la Motown ne se voyait pas organiser ce genre d'événement sans Michael et ses frères. Mais Michael restant dans sa démarche de se faire rare à la télévision et ne voulant pas forcément rester dans la nostalgie des Jackson 5, il décline la proposition. Berry Gordy part à la rencontre de Michael Jackson et va le voir en studio pendant qu'il travaillait sur le montage du clip de Beat It, et Michael Jackson va accepter la proposition à une seule condition, qu'il le laisse chanter Billie Jean pendant la soirée. Et même si la chanson ne fait pas partie de l'écurie Motown, Berry Gordy accepte, mais Michael demande à ce que le secret soit bien gardé et de lui donner sa confiance pour la prestation. Michael répète avec ses frères la choré des Jackson 5, mais ne révèle rien sur ce qu'il prépare en solo. Il demande à son manager de lui trouver un chapeau, sans vraiment avoir d'idée précise sur ce qu'il allait faire avec. Il décide ensuite de prendre une veste noire qu'il avait trouvée pendant les sessions de Thriller. Et c'est dans sa cuisine que Michael Jackson mettait Billie Jean à fond pour tenter des pas de danse, mais s'exercer sur un en particulier qu'il avait appris avec 3 danseurs de breakdance. Un pas de danse qu'il décide d'inclure sur le pont de Billie Jean, que tout le monde connaît sous le nom de Moonwalk. L'événement télévisuel favorise l'image de Michael Jackson et déploie un peu plus la légende de Michael. Une prestation que je vous explique un peu plus en détail dans la vidéo sur Billie Jean de A à Z. S'en suivra ensuite l'ambition folle de créer le film qui relance l'intérêt pour l'album, lui permettant d'atteindre son objectif et de faire de Thriller l'album le plus vendu de tous les temps, s'écoulant exactement à 50 millions d'exemplaires vendus à travers le monde à ce moment de l'histoire. Mais là c'est pareil, je vous explique tout dans la vidéo sur Thriller de A à Z. Cet objectif insensé auquel personne ne croyait excepté Michael était enfin obtenu. Et la consécration pour Michael va continuer jusqu'en 1984 où il remporte 7 Grammy Awards pour Thriller et 1 pour le Hit Storybook, soit 8 Grammy Awards ce soir-là. Il remporte également 8 récompenses aux American Music Awards, un nouveau record que Michael pulvérise. Thriller permet à Michael de comprendre tous les rouages, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de l'industrie. Il commence même malheureusement à avoir quelques griefs avec Quincy Jones, celui-ci ne voulant pas forcément l'installer comme producteur exécutif de certains morceaux. Élément d'ailleurs où il aura gain de cause plus tard. Mais c'est principalement à la fin de la promo de Thriller qu'on se rend compte qu'il était devenu bien plus qu'un album. Il était devenu l'espoir que tous les rêves pouvaient devenir réalité. Thriller était devenu un symbole. Une capacité à s'adapter aux nouvelles évolutions culturelles, tout en y percevant des opportunités et non des limites. On parle même à l'époque de Jackson Mania, une glorification qui n'avait encore jamais été faite pour un seul artiste. Et je pense ne pas être le seul à penser que cet album c'est une révolution musicale et culturelle. Et je dirais même la culture au sens large du terme, parce que son influence va bien au-delà du simple cercle musical. Un hybride entre la pop star et l'artiste authentique et avec une vraie sensibilité. Un boulet de canon comme ça envoyé dans l'industrie musicale. En fait, ça a été la claque. On pourrait faire toutes les paraphrases du monde, écrire des encyclopédies sur cet album unique, magique. C'est comme une sculpture, c'est la plus belle sculpture musicale. Je pense qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul mot pour ça encore aujourd'hui, c'est legendary. C'est un album grandiose, révolutionnaire et indémodable. Personne n'arrivera à refaire un album comme ça après. Quand on regarde la tracklist de cet album, c'est littéralement un best-of. Parce que l'entièreté des chansons peut partir à la castagne contre n'importe quel titre. Il a pu parler à tous les âges, toutes les couleurs. Un véritable alignement des planètes. Cet album a sauvé le monde industriel du disque. Il a même sauvé toute la Terre. Une seule chose à dire sur Thriller, c'est époustouflant. Et là, ça a été un truc fulgurant incroyable, quoi. Lier la vidéo à la musique, mais vraiment de manière indissociable, c'est quelque chose de vraiment très très fort. Michael Jackson, plein de fougue et d'un talent incommensurable. Un album aussi qui a un peu uni ma famille parce qu'on poussait les tables, les chaises et puis on dansait. Hallucinant, percutant, envoûtant. Et qui résume parfaitement l'impact de ce monument. C'est une fresque musicale intemporelle. Qui réussit à être une synthèse de différents styles, ce qu'on appelle le crossover au final. C'est le funk, les années 80, la boîte de nuit de mes frères. Un album qui nous a fait passer de bons moments inoubliables en famille. Si on avait su que c'était l'album de tous les temps,
C'est une œuvre qui a prouvé que la musique peut transcender le temps, les genres et les générations. Mais c'est le meilleur album du monde. C'est toute ma vie. Les années passent et en fait on se rend compte que Thriller, c'est la légende éternelle. 40 ans après, on continue de danser dessus comme si c'était hier. Donc en espérant que ça continue et que ce record perdure. Je suis hyper fière de Michael d'avoir tout éclaté et super fière de lui dans tous les cas. S'il y avait un album à envoyer aux extraterrestres, moi je choisirais celui-ci pour leur montrer ce que l'humain est capable de faire. Une véritable pièce de musée qu'on montre même dans les écoles. Un album mythique. On peut pas faire mieux que Thriller, on pourra pas battre Thriller. Thriller, ça a changé tout. Thriller a fait rêver son public, a fait rêver son auteur, a inspiré les autres générations d'artistes. Thriller a changé le monde. Thank you very much. There's nothing more I can say. I love you all. Goodbye. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je tiens à remercier plus particulièrement tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Merci encore pour votre soutien. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet album, de quelle manière il vous a fait rêver. Et bien évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci encore, à très bientôt. Ciao les amis. So you need to help yourself.